Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. D'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. Et cette semaine, avec nous dans LMDS, Ariane Bonzon, journaliste indépendante, grand reporter, qu'on peut lire notamment sur Slate. Bonjour Ariane. Bonjour à tous. Vous êtes spécialiste de la Turquie et du Proche-Orient et vous avez publié le livre « Turquie, l'heure de vérité ». La Turquie, c'est notre sujet du jour et c'est pour ça que vous êtes là, Ariane Bonzon. Voilà 10 jours que le pays est agité par des manifestations massives qui réunissent des centaines de milliers de personnes. À l'origine de ce mouvement, il y a l'arrestation puis l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Il est accusé de corruption et de terrorisme, mais il est surtout le principal opposant politique du président Recep Tayyip Erdogan et c'est pour ça que le pouvoir tente de le mettre hors jeu. Ekrem İmamoğlu a été investi par son parti, le CHP, kémaliste, social-démocrate, pour affronter Erdogan à la prochaine élection présidentielle de 2028. Alors, Ariane Bonzon, ce n'est pas la première fois qu'Erdogan fait arrêter ou condamner un opposant politique. On l'a vu ces 10 dernières années, notamment avec les dirigeants kurdes. Mais est-ce que cette fois-ci, un palier a été franchi ? Pour la Turquie, on parlait souvent d'une sorte d'autoritarisme compétitif. C'est-à-dire qu'il y a un autoritarisme, mais il y avait toujours ces élections qui fonctionnaient. Alors, il y avait des manipulations. Certes, les ressources de l'État, par exemple, étaient totalement mobilisé pour le parti au pouvoir, mais il y avait quand même une concurrence, et on l'a vu dans ces derniers scrutins. Erdogan a toujours gagné, mais son parti a perdu en 2023. Il y avait quand même quelque chose qui se jouait là. Là, on pouvait peut-être passer dans une autre étape. Parce qu'il y a deux hypothèses. Soit Erdogan a fait ça parce qu'il voudrait avoir un troisième mandat. Pour avoir un troisième mandat, la Constitution ne l'autorise pas, donc il faudrait qu'il appelle à des élections anticipées. Donc, il faudrait qu'il y ait 2/3 du Parlement qui approuvent qu'il puisse se représenter pour un troisième mandat avant 2028. Ça, c'est la première hypothèse. Et pour ça, il a besoin, effectivement, de mettre de la division au sein de l'opposition, c'est-à-dire de retirer les Kurdes qui donnent un soutien au Parti républicain du peuple, qui est actuellement le principal parti d'opposition et qui est le parti de M. İmamoğlu. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse, c'est qu'il veut carrément un changement de régime. C'est-à-dire qu'il veut finalement réduire ce parti d'opposition à quelque chose d'insignifiant et qu'il veut une nouvelle constitution. Et donc ça serait très inquiétant. Et c'est là où je répondrai à votre question. Oui, effectivement, si on est dans cette perspective, c'est vraiment un changement et on n'est plus dans un autoritarisme compétitif, mais quand même dans une dictature, quoi. Oui, parce que la Turquie n'était déjà pas une démocratie parfaite. On se rappelle de la répression policière en 2013 face au mouvement Place Taksim, des purges dans l'armée, dans l'enseignement, dans la justice après le coup d'État de 2016. Là, ce que vous dessinez, la deuxième hypothèse dont vous parlez, ce serait une autorité sans limite du président Erdogan. Alors déjà, si vous voulez, ce qui s'est passé après le coup d'État de 2016, c'est que d'abord, il a déclaré l'état d'urgence et il y a eu tout un processus où il n'avait plus besoin de l'état d'urgence parce que toutes les institutions qu'il a à sa main durant l'état d'urgence, par exemple gouverner par décret, nommer les grands corps, par exemple c'est lui qui nomme la composition du haut comité électoral, de la haute magistrature, tout ça, il l'a inscrit dans la Constitution. Donc, l'état d'urgence n'avait plus de sens puisque c'est devenu, si vous voulez, la Constitution elle-même a incorporé le style d'état d'urgence. Donc, effectivement, depuis 2016, il y a une vraie rupture aussi. Mais la seule chose qui restait, la chose essentielle qui restait, c'était effectivement non pas ce maquillage, mais cette réalité démocratique et électorale. Et puis, une autre chose dont on parlera peut-être, mais qui est aussi l'économie de marché. C'est quand même une économie très libérale. Les hommes d'affaires ont un vrai pouvoir là-bas et ils sont pas seulement du côté du pouvoir. Donc là, il y a aussi un espace de liberté, disons, sur le plan économique, sur le plan du marché. Et d'ailleurs, pour dire la vérité, il se passe là actuellement, c'est peut-être la chose qui risque de faire vaciller Erdogan parce que les marchés vont mal, les réserves ont fondu en quelques jours, alors qu'il avait un ministre des Finances qui essayait de redonner confiance parce que la Turquie a besoin des investissements étrangers, ne les avait pas et c'est pas ça qui va aider. Donc là, on a quelque chose aussi qui peut jouer. Peut-être qu'on peut revenir un instant sur cet opposant politique, Ekrem İmamoğlu. Pourquoi est-ce qu'il constitue une telle menace aux yeux d'Erdogan? Pourquoi est-ce qu'il lui a fait peur au point qu'il soit jeté en prison? Alain Frachon. Sa carrière illustre ce que disait Ariane, c'est-à-dire
semi-démocratie, semi-autocratie, mais il y a encore un champ laissé libre à la démocratie qui était tout de même celui des élections. Donc Imamoglu, j'ai rencontré des membres de l'AKP qui ressemblaient exactement à ce profil. C'est-à-dire l'AKP, c'est le parti d'Erdogan. L'AKP, c'est le parti de la justice et du développement. C'est un parti islamo-conservateur, comme on dit, et c'est celui d'Erdogan qui est au pouvoir depuis 2003. Mais Imamoglu, je l'ai rencontré à la mairie de Paris, il était en visite officielle. Il a été élu maire d'Istanbul. Istanbul, il faut comprendre, c'est la ville d'Erdogan. C'est là où il aurait pu être joueur de foot professionnel. C'est là où il fait sa carrière politique. C'est là où il est emprisonné aussi à un moment. Donc c'est vraiment sa ville. Et l'AKP perd Istanbul, l'AKP perd Ankara et toutes les grandes villes, et Izmir a ses élections. Donc il y a quand même des élections. Et lui, il est tellement obsédé par Istanbul, Erdogan, qu'il fait annuler le scrutin et il dit on va revoter. Et là, les Stambouliotes, qui visiblement n'aiment pas qu'on les prenne pour des imbéciles, ont voté encore plus pour Imamoglu. Donc voilà, sa carrière illustre le type de régime politique dans lequel on est, comme disait Ariane. Alors, je ne sais pas si ça serait possible aujourd'hui, si un seuil a été franchi vers l'autocratie, mais ce chemin-là, nous le connaissons. On l'a vu à l'œuvre en Russie. C'est exactement comme ça que ça s'est passé en Russie, jusqu'au changement de la Constitution, où le président devient président à vie, et avec peu de résistance, parce que tous les grands corps de l'État ont été totalement récupérés et truffés de partisans de Vladimir Poutine. Donc voilà, c'est un homme de 54 ans. Lui aussi, il était entrepreneur, BTP. Quand on dit BTP comme ça sous-estime totalement ce qu'est l'économie turque. L'économie turque, il faut rappeler, la Turquie, 85 millions d'habitants, relativement jeune, une des 20 premières économies du monde. Et quand je dis BTP, ça veut dire de la haute technologie, parce qu'ils savent construire très vite et très très bien. Dans l'ensemble du monde, vous avez des entrepreneurs turcs qui peuvent rivaliser avec les entrepreneurs chinois. Donc c'est une économie très puissante, qui en ce moment va très mal. Ils sont au bord de la faillite financière en permanence, donc ils ont besoin d'investissements étrangers tous les jours pour financer leurs dettes. Mais la Turquie nous rend aussi d'immenses services. C'est un membre de l'OTAN, c'est la première armée de l'OTAN. Elle est plutôt avec nous dans le conflit ukraino-russe. Elle a puissamment aidé les Ukrainiens à fonder une industrie d'armement. C'est la gardienne de l'immigration moyen-orientale pour nous autres au sein de l'Union européenne. C'est eux qui s'occupent des réfugiés de 3, 4 millions, ça dépend les jours, ça dépend les mois, parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient, mais c'est la gardienne, nous payons la Turquie pour ça. Et je ne vous dis pas l'importance non plus de la diaspora turque au sein de l'Union européenne. Et enfin, comme je l'ai dit, la plus grande armée de l'OTAN. Donc voilà, Imamoglu, c'est un entrepreneur turc. On trouve exactement ce même type d'homme, compétent, aimant l'action publique, de l'autre côté aussi, dans le parti de l'AKP, plutôt conservateur, mais moins conservateur, parce que c'est le parti laïque, c'est les héritiers, si vous voulez, de la Turquie kémaliste. Donc c'est les héritiers d'une tradition laïque. Et il y a une chose qui va dans le sens de la deuxième hypothèse qu'évoquait Ariane. Une chose, c'est qu'il est condamné pour corruption, pour terrorisme, parce qu'il a des relations avec, soi-disant, avec des partis pro-kurdes. Corruption, bon, être maire d'Istanbul, vous imaginez le volume des marchés publics, puisqu'Istanbul, ça doit être une des plus grandes villes du monde, hein. Mais surtout, comme par hasard, son université, une université d'Istanbul, lui a retiré sa licence. Je ne sais pas en quoi il était licencié d'ailleurs, peut-être en ingénierie civile. Or, la Constitution prévoit que pour vous présenter à la présidence de la République, il y a une condition liée au diplôme, vous devez avoir une licence. Ce qui pousse dans le sens de la deuxième hypothèse évoquée par Ariane, c'est qu'il s'agit de le coincer pour qu'il ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Juste une petite précision, les charges pour terrorisme ont été annulées. Donc c'est simplement corruption. Corruption, il faut savoir que les marchés publics, c'est une énorme masse, et s'il y a bien un parti qui a mis en place, presque institutionnalisé, les pots de vin, les marchés publics un peu pourris, c'est bien l'AKP, le parti d'Erdogan. Il n'est pas exclu que le CHP soit aussi entré dans cette espèce de machine infernale. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui, depuis 20 ans, a pris une ampleur énorme. Terrorisme, les charges ont été levées, corruption, donc c'est maintenu. Et pourquoi c'est important ? Parce que si vous êtes accusé de terrorisme, ça permet au pouvoir en place de nommer un administrateur à Istanbul. Si vous n'êtes simplement accusé de corruption, et c'est ce qui s'est passé, un élu peut remplacer le maire. Et actuellement, il y a un nouvel élu qui a remplacé Imamoglu.
Mais s'il avait les charges de terrorisme avaient été retenues, ça aurait été un administrateur, comme ça se passe dans plein de municipalités dans le sud-est, de plein de municipalités kurdes, où ils ont viré les élus et ils ont mis des administrateurs à la solde du pouvoir. Et ça, ce petit distinguo est important. D'un mot pour rebondir sur ce que vous disiez, Ariane, il y a eu des polémiques énormes après le dernier en date des tremblements de terre sur justement les malfaçons et le fait qu'une bonne partie de l'argent qui devait être consacré à solidifier ou construire mieux un certain nombre de bâtiments était passé dans les poches de quelques-uns et donc il y a eu une révolte du peuple à cause de cela. Donc on touchait aux inconvénients d'avoir le même pouvoir pendant tant d'années. Pour revenir sur le point de départ et les scénarios, moi, ce que je observe, c'est qu'il y a un vrai effet contagion aujourd'hui. Contagion avec le trumpisme et contagion avec le poutinisme, lesquels se rejoignent dans la marche vers l'autoritarisme. Et donc, c'est aussi là-dessus que s'appuie, je pense, Erdogan, et qui va être un des rares à pouvoir être à la fois pro-Trump et proche de Trump et pro-Poutine et proche de Poutine. Et tout ça va conduire la Turquie dans un scénario qui est un scénario très négatif du point de vue de la démocratie parce que il va s'appuyer sur l'extrême droite américaine et l'extrême droite russe. Donc je pense que de ce point de vue-là, ce qu'il vient de faire, c'est la première étape de cette marche qui va le rapprocher des deux leaders de l'autoritarisme ambiant. En tout cas, la population turque, elle réagit, ne se laisse pas faire. Elle sort depuis 10 jours dans la rue. Les manifestations sont maintenant officiellement interdites, mais les protestations se poursuivent quand même. Il y a eu plus de 1400 arrestations parmi les manifestants. Qui sont ces Turcs qui manifestent? Est-ce que c'est la jeunesse? Est-ce que c'est les classes aisées? Est-ce que c'est un peu tout le monde? Et qu'est-ce qu'ils disent? Et est-ce que ça témoigne du fait que Erdogan ne pourra pas forcément agir à sa guise? Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Vous vous rappelez, en 2013, il y avait eu ce mouvement de Gezi à propos il y a une place au centre d'Istanbul sur laquelle on voulait construire un centre commercial et il y a une sorte de mobilisation au départ écologique et qui a pris une grande valeur, qui s'est un peu installée dans l'idée « arrête de t'occuper de notre vie ». C'était pas tellement contre Erdogan, c'est arrête, nous on a notre vie privée, ne vous mêlez pas, ne nous demandez pas d'avoir 3 enfants, ne nous demandez pas de faire ceci, cela. Aujourd'hui, on est dans une autre histoire. On est dans une autre histoire parce qu'il y a un parti politique qui est vraiment à la manœuvre, un parti qui a pris beaucoup d'assurance depuis 15 ans, qui a appris à communiquer, à s'organiser, qui est un parti qui ramasse large, un peu comme l'AKP au début, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement ultranationaliste dans ce parti, il y a une tendance social-démocrate, et puis il y a une tendance presque pro-kurde. Donc tout ça fait quand même un mélange qui n'est pas facile à gérer, et ça sera peut-être une des faiblesses pour l'avenir. À côté de ça, vous avez tous ces jeunes qui ont pris la rue, qui sont pas nécessairement des militants du Parti républicain du peuple. D'ailleurs, il y a eu un peu de tension. Enfin, les jeunes ont reproché à un des leaders du Parti républicain du peuple justement de rester un petit peu dans les sphères élevées. Donc là, il y a quelque chose aussi de compliqué, parce que est-ce que les jeunes vont obéir au parti ? Sans doute pas, ils sont en train de s'autonomiser. Quel contrôle le parti peut avoir? Que faire après ces grandes manifestations de masse? Alors, il y a une idée de boycott économique, mais c'est toujours dangereux, le boycott économique. Il faut quand même savoir que 73% de la population soutient les manifestations, dont 52% qui disent « on soutient à condition qu'il n'y ait pas de désordre ». Bon, voilà, il y a cette articulation qui va être compliquée. Alors, le parti a demandé de calmer. Aux manifestants, il a dit « calmez-vous un petit peu », mais il y a quand même un mouvement très fort. J'avoue que je ne sais pas très bien comment ça peut évaluer, d'autant plus qu'évidemment, Erdogan et le pouvoir veut jouer la division. Et c'est toute la stratégie, et il sait que ce parti n'est finalement pas si homogène que ça. Et le b.a.-ba d'un pouvoir autoritaire, c'est quand même de créer le désordre. Avec les masses de militants qui sont à son service, il n'aura aucune difficulté pour créer le désordre et ensuite faire que l'opinion se retourne. Est-ce qu'il y a un risque que ça dégénère en affrontements plus violents? Est-ce que Erdogan durcisse la répression? C'est-à-dire que ce qu'il a fait, vous savez qu'à un moment, l'armée lui échappait complètement. Et donc, ce qu'il a fait, c'est investi tout dans la police. La police, c'est vraiment, encore plus que l'armée, c'est vraiment la police d'Erdogan. Il a même purgé à un moment de tous les éléments qui étaient des islamistes qui n'étaient pas dans sa ligne. Donc, la police, c'est vraiment son élément. Et comme disait Jean-Marie, il y a aussi ces milices qui sont des milices de militants. Donc, c'est là où quelque chose peut dérailler, ça c'est sûr. Le problème, c'est ce que disait Jean-Marie, c'est que actuellement, qui va s'opposer à Erdogan sur le plan de la scène internationale?
Et c'est là tout le paradoxe d'Erdogan. C'est-à-dire que c'est quelqu'un au début de son mandat, si je puis dire, qui ne jouait que la scène intérieure. Ce qui l'intéressait, c'était la politique intérieure. C'était Ahmet Davutoğlu, qui était son ministre des Affaires étrangères, qui s'occupait de l'extérieur. Et ces dernières années, il s'est intéressé de plus en plus à la scène de politique extérieure. Et aujourd'hui, il arrive, grâce au soutien international qu'il a, comme vous l'avez dit, sur la Russie, sur l'Ukraine, avec l'Europe, mais aussi avec la Syrie. C'est-à-dire que les hommes qui sont au pouvoir actuellement en Syrie, ce sont un peu ces hommes quand même. En tout cas, ils dépendent énormément de la Turquie. Grâce à cette image-là, il va réussir finalement à maîtriser peut-être la scène intérieure. C'est-à-dire que plus personne ne peut lui dire grand-chose, quoi. Plus personne ne peut vraiment être solidaire de ces manifestants, sauf dans le discours. Mais on a tellement besoin de la Turquie d'Erdogan sur un certain nombre de conflits qu'on est coincé. D'ailleurs, on le voit. L'Angleterre n'a pas dit un mot. Le pays de l'habeas corpus n'a pas dit un mot sur ces manifestations. La France, en revanche, a fait 2 communiqués et encore hier ou avant-hier, le président Macron a dit quelque chose. L'Allemagne a dit quelque chose, mais sinon, il y a quelques paroles de l'Europe. Mais alors, Trump n'a rien dit du tout. Trump a dit « je m'occupe pas des affaires intérieures de la Turquie ». Vous voyez, on est effectivement dans cette grande alliance des autoritaires et libéraux. Je voudrais revenir sur un des épisodes qui a eu lieu avant l'arrestation d'Imamoglu, 3-4 semaines, 1 mois et demi avant. On apprend que, pour la 2e fois d'ailleurs, mais on apprend que le chef kurde, le chef historique des Kurdes, emprisonné à vie sur la petite île de Simri, je crois, dont évidemment Öcalan, dont le prénom m'échappe, Abdullah Öcalan, appelle les militants du parti kurde, du parti du ouvrier, le PKK, les appelle, c'est le parti historique des Kurdes, qui vient toujours flirter avec, de temps en temps, une dialectique allant vers l'indépendance, de temps en temps vers l'autonomie, mais qui prône à fond la lutte armée. On le sait en Europe de l'Ouest, comme les Turcs le savent aussi. Et donc, il appelle à poser les armes, on arrête cette bataille, on en revient à une bataille politique. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure le PKK, si vous voulez, le PKK, c'est un peu comme très souvent dans les mouvements comme ça, de libération, oui, enfin, irrédentistes. Il y a une fraction qui est à l'extérieur. Le PKK a passé tous ses entraînements en Syrie du temps d'Hafez el-Assad pendant la guerre froide, et puis ensuite, il s'est réfugié sur sa branche militaire, s'est réfugié dans la montagne irakienne, kurde irakienne, les monts Kandil, d'où ils sont régulièrement bombardés par l'armée turque. Mais enfin, ils sont toujours là. Il y a une branche armée. Alors, je ne sais pas quelles sont les relations entre la branche armée et le chef historique qui est dans sa prison, mais si on revient à ce que disait Ariane au début, on a le sentiment que c'était préparé et intelligemment préparé. C'est-à-dire que s'il voulait diviser le parti kémaliste, qui a aussi des gens qui sont, surtout que maintenant il a supprimé un parti kurde, donc les Kurdes se sont réfugiés dans le parti kémaliste, il ne se serait pas pris autrement. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode, Ariane, cet appel du grand chef historique des Kurdes à déposer les armes? Donc d'abord, c'est pas la première fois. Non, c'est au moins la seconde fois. Voilà, ouais. déjà, il avait fait ça. Au moment de Gezi, les Kurdes n'ont pas manifesté. Le mouvement kurde n'a pas manifesté parce qu'il y avait là une négociation qui se faisait, au moment de ces grands mouvements de 2013 de Gezi. Ils n'ont pas rejoint tous ces manifestants parce qu'ils espéraient négocier une constitution. Là, c'est un peu différent. Effectivement, les présidents et vice-présidents du parti kurde qui existe, il y a un parti kurde, il a été dissous. Celui de Demirtas qui est en prison. Voilà, mais celui-là a été dissous, et puis comme ça fait le 7e ou 8e parti qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire qu'on est interdit, puis il y en a un autre qui est pareil. Celui-là s'appelle le Parti de l'égalité des peuples et de la démocratie. Donc, ils ont pris position pour soutenir Imamoglu. Il y a eu des déclarations. Mais ils sont effectivement, comme le dit Alain, en porte-à-faux, parce qu'il y a un processus de paix qui est peut-être lancé. Et s'ils prennent trop position avec Imamoglu, ils peuvent se saper les planches. Enfin, ils peuvent ne plus pouvoir continuer dans ce processus. Donc, c'est là où c'est compliqué. Et c'est bien toute la stratégie, comme le dit Alain, d'Erdogan, d'essayer de retirer ce parti kurde. Parti kurde qui n'a pas une alliance avec le Parti républicain du peuple, mais qui soutient, qui est faiseur de roi dans les élections. C'est-à-dire que s'ils votent du côté du Parti républicain du peuple, eh bien, le Parti républicain du peuple remporte. Et c'est ce qui remporte les élections, ce qui s'est passé pour les municipales en 2024. Voilà, il est faiseur de roi. S'il vote pour l'AKP, pour Erdogan, par exemple, eh bien, Erdogan pourrait obtenir ses 2 tiers du Parlement qui lui permettrait d'avoir une élection anticipée.
Voilà. Donc c'est là que quelque chose se joue. Peut-être que ce mouvement kurde ne va pas se dit, bon, 2013 nous a servi de leçon, finalement on n'a rien eu, on n'a pas eu de processus de paix, on a quand même soutenu Erdogan, mais finalement, peut-être que là ils vont dire non, pas question. Et donc faire la balance de l'autre côté. Et faire la balance. Alors il y a aussi l'articulation entre le PKK, qui est l'aile militaire, qui est en Irak et en Syrie un peu, et puis le mouvement politique. Alors comme partout, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que la légitimité, c'est toujours le mouvement militaire qui l'a. Mais ceux qui connaissent bien le terrain et qui savent agir politiquement, c'est ceux de l'intérieur. Donc ça, c'est toujours... Et alors, faites confiance à Erdogan pour jouer sur cette division-là. Ce qui est frappant dans l'image que montre la Turquie aujourd'hui, ce sont ces images des meetings, des réunions publiques d'Erdogan, qui sont des diatribes d'une rare virulence, qui évoque le style mussolinien, quand Mussolini parlait aux foules rassemblées sous ses fenêtres. C'est de même nature, et c'est quand même assez nouveau, ça, dans la vie publique turque, me semble-t-il. Moi, je dirais que c'est aussi Poutine, c'est-à-dire qu'il y a cette nouvel ordre mondial qu'on veut, ce mouvement anti-européen très fort, c'est ça toute la complexité, c'est qu'on a besoin de lui en Ukraine, par exemple, parce que l'armée turque, c'est 500 000 soldats. Et puis ce sont de bons professionnels. Ce sont des bons professionnels, bien meilleurs par exemple que les Grecs. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des types qui... Bon, et puis ils ont une pratique. Hein. Et la seconde donc armée de l'OTAN, Erdogan, il y a un mois, a fait comprendre que oui, il était prêt à envoyer des troupes pour donner des garanties de sécurité à l'Ukraine s'il y avait un processus de paix qui se concluait. On sait bien qu'on a besoin d'eux. Voilà, qui va complexifier encore un peu plus la position de l'Union européenne dans le conflit russo-ukrainien et dans toutes les négociations qui se mènent actuellement. Merci beaucoup, Ariane Bonzon. Merci Jean-Marie Colombani. Merci Alain Frachon. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Et entre-temps, mercredi, vous retrouverez ici même un nouvel épisode de New Deal. Merci Hélène. Au revoir Hélène. Merci. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.